Bon, nous arrivons donc au premier chapitre, c'est l'Alliance de la science et du sport, et c'est titre qu'on lui a donné, et c'est Frédéric Delage qui va intervenir. Mais juste avant, Je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes sur cet organe étrange, le pied. Parce que quand on pense aux organes un peu spécifiques de l'être humain, on pense souvent à la main ou au cerveau, mais peu au pied. Pourtant, c'est lui qui, en permettant la station debout, a d'abord libéré nos mains et, en repositionnant notre colonne vertébrale, a permis l'élaboration de ce gros cerveau grâce auquel vous m'écoutez en ce moment. Le pied compte quand même 26 os. Ce qui fait qu'avec vos 2 pieds, c'est le quart des os de votre corps qui se trouve là. Et je vous parle pas du bazar de tendons et de muscles qu'il y a là-dedans. Votre pied est aussi robuste que votre main est agile. La modélisation et la compréhension biomécanique du pied pendant la course est un véritable défi pour la recherche contemporaine. Alors là, du coup, qu'est-ce que tu regardes, par exemple? Donc là, tu vois, on a posé les capteurs réfléchissants sur Noah. Et en fait, avec toutes les caméras qu'on a autour, donc là, on en a une vingtaine, ça nous permet de connaître très précisément la position du marqueur plusieurs centaines de fois par seconde. Et puis les petits capteurs EMG aussi pour avoir les activités musculaires. En fait, ça va venir mesurer l'activité électrique des muscles. Ok, ça capte le système nerveux, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. La commande qui est reçue par le muscle et qui vient du système nerveux. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir comment le geste de course est réalisé. Tu vois, si on se centre sur le pied, Noah, il a une manière de courir où, par exemple, il va très peu poser le talon au sol. C'est un type de course qui est présent parmi l'ensemble des coureurs et qui sollicite beaucoup tout ce qu'on appelle la chaîne postérieure. Donc ça veut dire les mollets, les ischio-jambiers et tout ça. Et oui, les muscles du mollet, ils sont principalement reliés au pied, en fait. Oui, directement, ils sont reliés par le tendon d'Achille. Donc le mollet, donc c'est 3 muscles. Les deux jumeaux, les 2 gastrocnémiens, médial et latéral. Et puis dessous, le solaire, qui est un muscle qui est hyper puissant. Ces 3 muscles-là, quand ils se contractent, ils viennent tirer sur le tendon d'Achille. À cette allure-là, il doit y avoir à peu près 1 tonne qui passe dans le tendon d'Achille à chaque foulée. Ok. Et ce tendon d'Achille, il vient tirer sur le calcanéum, qui est l'os du talon. Et en fait, en faisant ça, il fait se lever le pied. Du coup, je peux essayer? Allez, c'est parti. Ça, tu pourras me dire pourquoi je cours mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à 3 km/h. Tu vas marcher. Ça marche, quoi. Et ça va bien se passer. Oh mon Dieu. Si vous voulez accélérer, c'est maintenant, parce que je vais pas tenir longtemps. Ah, donc là, tu es à 10 km/h. Par rapport à Noah tout à l'heure, qui attaquait vraiment sur l'avant du pied, toi, quand tu poses ton pied au sol, tu es vraiment sur le talon. Okay. Donc c'est vraiment le style de course qui est différent. Et on voit en termes de mouvement, tu vois, tu es beaucoup plus sur du rebond et tu es beaucoup plus penché en avant, comme pour essayer de te rattraper toi-même, en fait. Okay. Ton corps, il essaye de s'organiser pour courir vite. Tu vois, il fait des grands pas, il fait des pas plus grands. Ça commence à taper un peu plus. En termes de son, on l'entend vachement. On voit que tu galères. Tout vient de la chaussure. D'habitude, quand Sarah entre sur le ring, ses adversaires sont imprévisibles. Une esquive ou un KO se joue sur des milliers de paramètres. Les capacités physiques de l'instant, les compétences techniques, mais aussi son état psychologique. Aujourd'hui, son adversaire est fait de points et de pixels. Il n'existe que dans son casque de réalité virtuelle. Et ce tas de muscles numériques ne fait que ce que les chercheurs lui commandent de faire. Normalement, ça va être sur cette étude-là, c'est la parade, mais ce que tu faisais au niveau esquive, c'est top. C'est top. Ah. À chaque nouveau coup de cloche, les jambes et les poings de Sarah recommencent à s'agiter. Quand un boxeur est blessé ou que les salles sont fermées, la réalité virtuelle peut lui permettre de s'entraîner sans risquer ni les coups, ni les bleus. L'objectif principal du projet REVEA, c'est d'augmenter la charge d'entraînement des athlètes tout en minimisant le risque de blessure. Par exemple, en boxe, on va s'entraîner face à un boxeur virtuel, donc on va minimiser les impacts et donc minimiser le risque de blessure pendant l'entraînement. Sur le ring imaginaire, l'adversaire peut répéter les mêmes coups, inlassablement, les ralentir, les accélérer. Et Sarah apprend à poser l'œil exactement où il le faut. Le coup d'œil, c'est quelque chose qui se travaille, on va dire, avec l'expérience. Après, il y en a qui l'ont de façon innée, mais c'est savoir réagir en fait à la posture du boxeur, la façon dont il va préparer son attaque, prévoir un petit peu les coups, tout simplement, comment est-ce qu'ils vont arriver. Et c'est ça qui nous permet en fait de travailler le coup d'œil. Dans quelques mois, les futurs athlètes olympiques pourront s'entraîner avec ces boxeurs avatars. On a un adversaire virtuel qu'on contrôle.
on a la biomécanique qui va nous permettre d'analyser ce qui se passe au niveau de la gestuelle, et on a le côté perceptif, donc le couplage perception-action, et on va synchroniser les deux pour avoir un outil d'entraînement efficace et quantifiable. L'objectif pour Paris 2024 est de doubler le nombre de titres olympiques. Le projet se nomme Rêvéa, comme réalité virtuelle ou comme rêver à une médaille, une vraie, une bien réelle. Vous avez vu quelques aspects. Maintenant, j'invite Frédéric donc, à prendre un micro, puis à nous éclairer sur les techniques numériques associées au sport. Mais vous allez voir comment elle va élargir la considération numérique dans le domaine. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Du coup, effectivement, moi, à la base, je suis toulouse, mais je suis partie 10 ans à Paris où j'ai travaillé dans les médias, dans le cinéma, dans la tech aussi, 6 ans à Londres. Depuis 5 ans, j'ai une entreprise qui s'appelle Calavea et du coup, je collabore avec certains grands événements. Donc, j'ai été dans le comité d'organisation de la Coupe du Monde olympique à Toulouse. J'ai été volontaire en protocole, enfin, au niveau de la presse et du protocole sur le site de Versailles. Et du coup, un profil business appliqué au sport, à la culture. Et en fait, je comprends comment ça marche. Je vais comprendre un collègue des crêpes qui parle tout à l'heure. Moi, je ne travaille pas sur la performance des athlètes. Mais par contre, moi, je travaille sur la partie. Donc, en fait, moi, je vais vous parler de data dans le sport. Donc, en fait, si on se demande qu'est-ce que c'est la data, en fait, si on regarde une définition, j'ai croisé des sources Google, Oxford et Cambridge Dictionary. Donc, en fait, la data, c'est une série d'informations quantifiables et précises, chiffrées et statistiques, collectées, analysées et conservées numériquement pour aider et faciliter la prise de décision. Donc, en fait, concrètement, la data, c'est quelque chose de complètement délirant, hypothétique, flou. En fait, vous avez vraiment derrière des chiffres, des données, des pourcentages. Et c'est bien évidemment des chiffres, des pourcentages des données qui sont conservés de manière. Si on regarde en fait l'origine et les principes de données ou de data dans le sport, en fait, moi j'en suis arrivée au point où j'ai réussi à montrer que vous avez 4 grands types de data en fait dans le sport dans sa globalité. Donc d'abord, vous avez tout ce qui est données liées aux personnes, donc les données des utilisateurs, donc incluant les cartes bancaires, par exemple, quand vous achetez. Vous avez les données de l'audience, par exemple, quand vous regardez un match de foot à la télé, les données relatives aux supporters, les données des athlètes, donc tout ce qui est performance, score, données physiques, etc. Et il y a aussi toutes les données RH des employés qui travaillent dans les organisations sportives en général. Ensuite, vous avez toutes les données de digital, tout ce qui est les données d'utilisateurs en ligne, tout ce qui est, quand on regarde un match vidéo en ligne, tout ce qui est les données du replay ou du streaming, tout ce qui est réseaux sociaux, CRM, donc tout ce qui est relations avec le client en ligne, tout ce qui est données liées à l'architecture. Donc, par exemple, si vous regardez Roland Garros sur votre téléphone, votre ordinateur ou votre tablette, en fait, vous avez toutes les données liées à l'architecture du site web de l'application qui est construite derrière pour que vous puissiez voir ça en ligne. Vous avez aussi qu'il y a ça, toutes les données qui viennent des apps, des appareils, la nouvelle version de l'application Roland Garros est sortie, voilà. Et toutes les données qui sont utilisées et qui viennent de là. Ensuite, vous avez les données liées aux organisations sportives, donc créées par les organisations sportives ou gérées par les organisations sportives, donc tout ce qui est réglementation du sport, les normes, les certificats, anti-dopage, médical, etc. Tout ce qui est données sportives au sens sportif du terme,
Donc la donnée utilisée par les coachs, les joueurs, les entraînements, les structures sportives, les stratégies sportives, etc. Tout ce qui est données marketing, tout ce qui est légal et contrat, tout ce qui est finance et comptabilité et tout ce qui est reporting. Exemple, quand le TFC, le stade des clubs de pro, ils ouvrent les abonnements, ils regardent en temps réel quand est-ce que, comment les ventes se comportent à partir du moment où on ouvre les abonnements, lesquels partent en premier, s'ils ont fait des campagnes par exemple pour une certaine catégorie de personnes, exemple, ils veulent payer plus d'étudiants qui viennent voir les matchs et ils ont sorti un nouvel abonnement pour eux, ils voient comment ça se comporte et bien évidemment après, ils font un reporting pour voir sur leur campagne un marché ou pas. Et enfin, vous avez toutes les données qui sont liées au site, c'est-à-dire au lieu où la compétition se passe. Donc, tout ce qui est capacité du stadium, sécurité, normes, donc tout ce qui est aussi les données du bâtiment en lui-même, ou du stade en lui-même, de la piscine. Vous avez tout ce qui est données technologiques embarquées dans le stade, donc tout ce qui est billetterie, chronométrage, arbitrage, diffusion télé, broadcast, tout ce qui est aussi les scores en live. Comme on dit dans les Jeux Olympiques, par exemple, et vous avez donc, tout ce qui est données en live, les performances sportives, les données partagées avec le public, exemple, il était champion du monde de 2023, le timing et toutes les décisions d'arbitrage. Donc en fait, quand on parle de data, il y a tout ça. Bien évidemment, toutes ces données-là ne sont pas utilisées par tous les acteurs du sport et ne sont pas uniquement utilisées que par des acteurs du sport. Certaines données des athlètes sont par exemple utilisées par les médecins, les kinés, etc. Si on continue plus loin, en fait, les 4 enjeux de la data, c'est de la connecter, de l'analyser, de l'utiliser et de la stocker. Et donc, si on se focalise uniquement au niveau du business et pas au niveau de la performance des athlètes, en fait, vous avez plusieurs enjeux. Le premier, en fait, c'est d'arriver à avoir un engagement des supporters qui est assez fort, en fait, qui rencontre aussi tout ce qui est campagne marketing et campagne de vente des billets, campagne d'abonnement, etc. Et donc, en fait, au milieu, on a tout ce qui est production de contenu et production aussi d'un événement, d'une compétition, etc. Donc, en fait, on parle de cercle vertueux de la data dans le sport et c'est lié, tout ça, enfin, ça a des implications aussi sur tout ce qui est l'engagement des supporters, le sponsoring et bien évidemment la maximisation des revenus, c'est-à-dire l'argent. Donc, une partie qui est très importante, c'est de savoir qui sont les fans et qui sont les supporters. Donc, si vous voyez les clubs sportifs professionnels, n'importe où dans le monde, les questions qui se posent à ce sujet-là, c'est qu'est-ce qu'ils aiment, que pensent-ils, qui sont-ils, où sont-ils, qu'est-ce qu'ils consomment, où est-ce qu'ils consomment quoi, quand, à quelle heure, à quel prix, comment, et comment se comportent-ils, quelles sont leurs valeurs, leurs besoins, leurs attentes, et comment bien évidemment se rapprocher de nos fans les plus sensibilisés, et comment attirer des fans fluides. Les fans fluides, c'est exemple, vous aimez la gym et vous aimerez aussi la danse, ou vous aimez la danse et vous aimez aussi la gym. C'est assez proche. Si on regarde par rapport à la maximisation des revenus, en fait, il y a 3 points. Le premier, c'est tout ce qui est génération de revenus via le sponsoring. En fait, maintenant, tout est drivé par la data et les données. Vous avez une quantification affinée donc, du retour sur investissement pour les sponsors existants et potentiels. Donc, en fait, ils veulent savoir, en gros, quelle a été la visibilité de leur marque, qu'est-ce que ça leur a rapporté. Et bien évidemment, vous avez énormément de reporting. Pour les Jeux Olympiques, le ticket d'entrée pour les sponsors qui signent avec le CIO, c'est $1 milliard minimum. Et c'est ce qui est attendu aussi comme génération de revenus pour les sponsors. Donc, OK, vous les voyez partout, mais en fait, derrière, ils doivent driver un très élevé. Et ils doivent voir ça en revenus aussi pour leur chiffre d'affaires ou leur notoriété. Donc, vous avez bien évidemment une analyse affinée des campagnes et bien évidemment, il y a des créations d'offres de marques à long terme plus ciblées avec des produits et des services personnalisés et uniques, parfois pour la compétition. Si on passe maintenant à la valorisation des droits sportifs, vous avez donc
bien évidemment, les gens qui travaillent sur les droits sportifs, alors vous avez pour les droits du foot et les droits du reste. Vous avez des sports qui sont très médiatisés tous les 4 ans pendant les Jeux. Vous avez des sports qui sont très médiatisés tout le temps. Vous avez des sports qui sont presque jamais médiatisés. Et bien évidemment, ça va impacter le montant en fait des droits sportifs. Et ça va impacter aussi le nombre d'heures qui est dédié à ces droits sportifs à la télévision, enfin, dans tout ce qui est diffusion télévision. Donc en fait, vous avez, grâce à l'intelligence artificielle, l'affichage des modèles de valorisation des droits sportifs et une très grosse quantité de data analysée en temps réel. Vous avez bien évidemment un calcul et une analyse de toutes les opportunités liées en temps réel directement, donc avec beaucoup plus de data qui peut être compilée d'un coup avec des reportings beaucoup plus précis et valides et des potentiels algorithmes de modèles beaucoup plus rapides. Et vous avez bien évidemment des études de performance des équipes qui sont plus pointues, plus rapides et plus efficaces, très analysées. Et donc, du coup, forcément, quand on va travailler sur la valorisation des droits sportifs, ça va être beaucoup plus. La granularité va être beaucoup plus fine. Le point suivant, bien évidemment, c'est tout ce qui est revenus digitaux. Donc, vous avez tout ce qui est solutions OTT, donc tout ce qui est plateforme de streaming. Moi, je travaillais pour certaines entreprises qui faisaient des plateformes de streaming de la NFL, de l'NBA, de l'UFC, des fédérations internationales sportives. Et donc, effectivement, en fait, vous avez un meilleur, ce qu'on appelle le reach, donc une meilleure atteinte, en fait, et une meilleure connaissance de tout ce que les fans veulent voir. Si vous êtes fan de foot, vous voulez voir toute la Champions League et peut-être que vous ne l'avez pas actuellement à la télé, peut-être, mais en gros, peut-être qu'un jour, vous devrez payer une app unique développée par l'UEFA. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez avoir beaucoup de créativité, de la convivialité et les fans qui peuvent être regroupés via des technologies de salon après où vous pouvez acheter un match de l'UFC si vous êtes en France. Et en fait, vous pouvez regarder ensemble, même si vous n'êtes pas dans l'endroit. Donc, maintenant, je vais vous montrer quelques photos sur un focus sur Roland-Garros. Donc ça, c'est ce que vous voyez si vous êtes sur un jeu de Roland-Garros. Ça, c'est ce que les gens voient si vous êtes spectateur. Donc, avant, c'était si vous étiez joueur. Là, c'est si vous êtes spectateur. Vous voyez ça. Si vous êtes dans le foot technique, vous voyez ça. Donc, vous avez accès à tous les écrans. Vous choisissez quelle caméra vous voulez en premier, etc. Ça, c'est ce que vous voyez si vous regardez Roland-Garros sur votre ordinateur ou votre tablette ou pas sur votre téléphone, sur votre téléphone. Donc, vous avez énormément de data qui sont données, le score en temps réel, les aces, les coups gagnants, etc. Et ça, c'est l'architecture, je précise, ça, c'est pas confidentiel que je vais faire. Mais en gros, ça, c'est ce que personne ne voit, c'est l'architecture de l'application dans la bourse. Donc, en gros, en termes de données, il y a en fait, sur un même événement, vous avez beaucoup de données, beaucoup de data qui sont partagées et utilisées, mais qui ne sont pas forcément accessibles pour tous les acteurs. Et bien évidemment, si vous regardez du sport à la télé ou si vous regardez sur Internet, en fait, vous avez accès à beaucoup moins de données que ce qui est partagé en réalité par les professionnels qui travaillent dedans. Clairement, vous n'avez pas besoin, vous, de savoir au centième de milliardième de seconde à quelle heure vous avez acheté votre abonnement Canal+ pour le sport, par exemple. Tandis que pour les analyses de certains reporting, vous allez avoir peut-être une analyse qui va vous dire la prochaine campagne d'abonnement au mois de septembre, au mois d'août,
En fait, il vaut mieux la lancer le mardi que le lundi parce que les données montrent que si on la lance le mardi, en fait, c'est juste avant le mercredi qui est le jour où il y a le plus d'abonnements qui sont ou le mercredi matin. Ou le mercredi à 8 h du matin ou à 10 h du matin parce que les gens sont dans les transports et donc sont dans les métros et sont bloqués et vont voir l'email dans leur email et enfin, dans leur boîte mail et ensuite ils vont cliquer et ils vont acheter des articles. Donc, vous avez aussi l'utilisation de la technologie d'une part certaines fédérations pour transmettre le savoir, avoir des formations, et ça c'est énormément détaillé et développé pendant le Covid et c'est resté, pour avoir par exemple des formations sur des législations et des réglementations internationales sportives, donc de fédérations internationales à des fédérations nationales, ou alors des choses très techniques pour les arbitres, les juges. Bien évidemment, pour la prise de décision dans les clubs, pendant des années, on a été dans des périodes où c'était un peu au fil du vent. Et si on va dans les administrations, c'est beaucoup plus rationnel. C'est des méthodes qui sont en train d'être importées. Alors, à Toulouse, on a de la chance. Qui sont en intégralité importées au TPC, par exemple, parce qu'ils ne travaillent que avec la data du parcours de leur président et aussi l'aval du investissement là-dessus. Et en fait, la Bible de la data, dans l'utilisation de la data dans la prise de décision stratégique par les gens de club, c'est un livre qui s'appelle Moneyball et qui a été écrit par un homme qui s'appelle Michael Lewis en 2003. En termes de prise de décision, donc business et d'encadrement, c'est-à-dire club pro, internationaux, fédérations internationales, etc. En gros, le modèle de ce livre-là, précédent, en fait, c'est ça qui fait foi. Donc quand ces gens-là, ils entendent qu'il y a des endroits où on n'utilise pas du tout de données et qu'on dit « Ah mais je l'aime bien, je vais travailler avec lui, non mais je vais faire mon équipe parce que j'ai celui-là depuis 40 ans et que j'ai toujours fait comme ça », ça marche pas en fait. Et maintenant, les sponsors, ils attendent ça. Donc c'est pour ça que aussi, les méthodes de travail au TFC ont été tellement, on va dire, révolutionnaires parce qu'en fait, ils ont amené les méthodes américaines qui fonctionnaient, les ont amenées sur Toulouse. Et en fait, ce qui est très intéressant aussi, c'est que le TFC et le Stade Toulousain s'entendent très bien, et les autres clubs aussi. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que en fait, tous les clubs pro de Toulouse, en fait, ont vraiment une approche collaborative et donc du coup s'inspirent des méthodes de management les uns des autres en fait. Et ça, c'est vraiment très appréciable et c'est quand même assez rare à l'échelle des villes en Europe, où il y a beaucoup de villes où les gens se tirent dans les pattes d'une manière complètement folle, quoi. Notamment à Nîmes et notamment à Perpignan de manière historique. J'adore Perpignan, j'adore Nîmes, mais de ce que j'ai compris, c'est pas la bonne entente comme on a à Toulouse. Donc heureusement qu'on a de la chance ici. En termes d'utilisation de l'IA dans le sport, en fait, donc l'IA dans le sport, donc vous avez clairement aux États-Unis toutes les organisations sportives majeures, disons, utilisent l'IA, donc pas forcément pour les mêmes raisons. Vous avez la NFL, ils l'utilisent pour analyser et filmer les performances des joueurs. Vous avez la MLB qui viennent aider, en fait, qui utilise l'IA pour aider les équipes à prendre des meilleures décisions pour le staff et les joueurs. Vous avez la NBA qui l'utilise pour le recrutement des joueurs, et pareil à l'époque le baseball. Alors eux, ils sont à des années-lumière de tous ces gens-là, ça fait déjà 10 ans qu'ils l'utilisent. Le problème, quand je travaillais à Londres pour des boîtes américaines, c'est qu'on avait trop de data. Donc on avait 850 champs, je crois qu'à un moment on en avait 2500, et en gros il m'avait dit « mais t'es gentil, mais tu veux quoi comme rapport ?» Parce que en fait, tu veux quoi? Si tu veux, je t'envoie une extraction, il y a 1500 champs et tu choisis. Moi, je veux juste un truc financier, et voilà. Donc, au milliardième de seconde, on savait qui avait acheté quoi sur la plateforme. Au milliardième de seconde, on savait qui a cliqué sur quoi,
à quel moment vous avez fait replay, vous êtes revenu, vous êtes reparti, bon bref. Donc effectivement, il y a des endroits où ils n'ont pas du tout de données, il y a des endroits où ils n'ont pas du tout d'outils technologiques pour gérer la donnée, il y a des endroits qui pensent encore qu'il faut avoir des milliards et des milliards pour utiliser des données, alors c'est vrai, il y a des logiciels qui existent qui ne sont pas si chers que ça. Et il y a des endroits où ils ont tellement de données qu'ils ne savent pas quoi en faire, mais ils la gardent au cas où un jour il y ait quelque chose qui soit développé, genre un algorithme encore plus puissant que la version 1 de l'IA, et que peut-être qu'un jour ils l'utiliseront pour des analyses vraiment scientifiques ou méta-analyses. Et Paris 2024, eux, ils ont utilisé l'IA, tout ce qui était recrutement. Alors, des bénévoles, ça n'a pas forcément été... la première passe n'était pas forcément très fructueuse, mais en fait ils ont fait 2 passes pour le recrutement des volontaires et le dispatchage entre guillemets, des volontaires suivant les sports et suivant les missions. Et finalement, en fait, ça a été vraiment bien organisé. Donc clairement, en fait, si on regarde le petit graphe ici, l'intelligence artificielle dans le marché du sport, vous avez une comparaison en jaune entre 2022 et 2032, donc il y a une énorme marge de progression. Il y a une énorme marge de progression aussi au niveau de tout ce qui est recherche en intelligence artificielle et d'implantation en fait entre tout ce qui est recherche et développement et l'application sur le terrain. Vous avez l'intelligence artificielle qui permet la création de modèles de prédiction sur les futurs matchs et d'aide à l'arbitrage, l'analyse de séquences de manière même comparable avec des superpositions de séquences de jeu, la création d'entraînements personnalisés pour les joueurs. Vous avez actuellement les équipes pro qui savent dire combien de minutes le temps d'entraînement doit être pour chaque joueur, et si au bout de 71 minutes d'entraînement, pour tel joueur, alors le risque de blessure est accru de X%, donc ça ils savent le faire, et à Toulouse ils le font. Vous avez aussi le calcul du temps de récupération entre deux entraînements en termes d'optimisation et de prévention des blessures qui est actuellement connu. Et bien évidemment, vous avez tout ce qui est fan expérience, la réalité virtuelle, les tickets, la reconnaissance faciale, le contenu personnalisé, les chatbots, etc. Voilà. Et pour terminer, en fait, vous avez tous les sponsors de Paris 2024 et des Olympiades suivantes sont bien évidemment, même s'ils ne sont pas forcément dans la technologie pure, ils ont tous bien évidemment au cœur de leur stratégie tout ce qui est technologique. Vous avez par exemple pour Alibaba, alors Alibaba ils ont un site de e-commerce, mais clairement ils n'ont pas signé un contrat à plusieurs milliards de dollars avec le CIO pour leur vendre des bracelets et des gourdes en plastique. Voilà. Eux en fait ils ont une extrêmement puissante technologie de cloud computing, donc tout ce qui est stockage de data en ligne, et ils ont aussi une solution de paiement. En Chine, vous avez une journée qui s'appelle la journée des célibataires, et en fait, ils font 1,5 milliard de transactions en 24 heures. Ça marche. Ils ont leur propre solution de paiement, donc pour l'instant, c'est pas celle qui est utilisée par les Jeux Olympiques, puisqu'il y a un accord mondial avec Visa. D'ailleurs, si vous êtes allé aux Jeux Olympiques, vous pouviez pas payer avec une autre carte de crédit que Visa. Donc vous deviez aller dans un petit comptoir où vous créditiez une carte Visa avec de l'argent que vous aviez de votre carte Mastercard, etc. Mais en fait, ces gens-là, ils sont très avancés en termes de technologie. Si vous avez une entreprise de chronométrage qui s'appelle Swiss Timing, Omega Timing, eux, pareil, ils ont plus... en 1932, ils avaient le petit pistolet qui faisait un gros bruit. Maintenant, en fait, ils ont tout ce qui est aussi solution de chronométrage et innovation avec la finish line, enfin la ligne de fin, et c'est là qu'on voit les barres de chronomètre, par exemple pour le 100 mètres ou les courses en athlétisme. Donc vraiment, en fait, bon là pour le cas d'Alibaba, ils ont livré toute la structure donc de cloud, donc de conservation des données
donc dans un cloud. Et ils ont aussi livré toute la plateforme de e-commerce mondial pour tout ce qui était merchandising, produits dérivés, etc. Plus tout le développement de l'Olympic Channel et tout ce qui était diffusion télé et stockage en fait de tous les fichiers, de toutes les retransmissions live, de toutes les compétitions en même temps. Voilà. Donc vraiment, ce qui est intéressant de retenir, c'est que même dans la partie business, en fait, tout ce qui est recherche et développement scientifique, innovation, utilisation de la technologie est vraiment au cœur de toutes les stratégies qui fonctionnent actuellement. Et en plus, peut y avoir aussi des synergies avec tout ce qui est développé pour l'accompagnement des athlètes et les performances des athlètes en général. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Vous voyez l'élargissement impressionnant de la data dans le sport. Hein. Moi, je ne m'attendais pas à une telle énormité, hein, si j'ose dire.